Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, Valentin Schirmer me rejoint, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Comment allez-vous ? Très bien, mieux. Ah oui, c'est vrai que vous étiez pas bien la semaine dernière. Non, mais ça va, tout va très bien. Comment va l'Étudiant Libre ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Très bien, on sort le prochain numéro sur justement le politiquement correct et la bien-pensance. C'est une très bonne transition pour notre ami Rémitel. Ça part à l'impression plus tard mercredi, donc il sera disponible à partir de la fin de semaine prochaine. Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est une très bonne transition parce que ce politiquement correct, la bien-pensance, c'est bien ce dont a souffert Rémitel dans son amitié avec un certain professeur de sciences politiques. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Rémitel. Bonjour Clémence, bonjour Valentin. Alors, vous êtes, je le rappelle, essayiste, écrivain, fondateur, activiste d'ailleurs, maintenant vous vous présentez comme activiste, et fondateur du collectif Peuple Libre, auteur déjà de ces 2 livres, Paroles révoltées et Vaincre le Covidisme, aux éditions Perspectives Libres. Et donc là, vous présentez votre 3e ouvrage, La chute de Prométhée, lettre à un démocrate américain, aux éditions Perspectives Libres. C'est votre 4e ouvrage. C'est le 4e, il y en a un premier sur lequel je ne communique pas parce qu'il avait été fait en collaboration avec Bruno Le Maire. Chacun a ses parts d'ombre et dans le passé honteux. Voilà, j'ai commencé chez LR, comme certains le savent. Donc c'est... Non mais je vous pose la question sur 3e, 4e, pas seulement pour l'anecdote, mais parce que ça fait maintenant plusieurs fois, on l'a vu avec quelques invités qu'on a reçus ici, c'est comme Marie-Estelle Dupont, comme d'autres, c'est à partir du 3e livre qu'il y a peut-être une ouverture sur son cœur, un peu plus d'intimité. Et c'est vrai qu'ici, avec votre livre, on rentre vraiment dans quelque chose de très touchant, puisque de très personnel. Vous racontez là l'histoire d'une amitié avec un professeur américain, un professeur de sciences politiques de l'université d'Arizona, qui vous a pris en fait un peu sous son aile, alors que vous étiez en voyage étudiant, c'est ça ? Exactement, dans les années 2014-2015, j'y étais en échange. Pendant 1 an. Il vous a remarqué parmi tous les étudiants et vous avez eu des dialogues intellectuels poussés, échangés. D'ailleurs, même par moments, il vous citait dans l'amphithéâtre. Il y a ce passage assez amusant. Vous dites il avait la bonté de me citer, ce qui a arrangé mes affaires avec les filles de l'amphithéâtre. C'est vraiment le meilleur moment en d'y tout cas, j'espérais que ça les arrange. Oui, voilà, c'est ça. Isolé par mon statut d'étudiant en échange et cherchant à sympathiser avec les jolies filles de l'existence, il servait tous mes plans. Ça, c'était pour le petit sourire. Mais pas sur une chose sérieuse. Ce professeur, vous aviez des échanges très intéressants et pourtant, dès le début, finalement, vous aviez des idées politiques différentes, mais il y avait un vrai dialogue possible à ce moment-là, donc particulièrement intéressant. Oui, c'est l'histoire d'une amitié qui a été rompue par la force de l'histoire en marche, comme des milliers d'autres, et c'est un prétexte duquel j'ai voulu partir parce que je sais que beaucoup de gens dans nos mouvements, dans nos milieux, ont été éloignés de leur famille, éloignés de leurs amis, notamment à partir du moment de la crise sanitaire. Et c'est vrai que mon amitié avec ce professeur a été possible, et les désaccords ont été possibles jusqu'à ce que ces 2 visions du monde viennent connaître des répercussions dans ma vie intime, notamment lorsqu'il y a eu le pass vaccinal en France. Mais ça a commencé avant, puisque vous avez dit que ça avait commencé avec l'élection de Trump. Alors ça a commencé effectivement avec l'élection de Trump, douce, là, oui. Parce que en 2016, donc élection inattendue de Donald Trump. Pardon, je rappelle juste pour nos auditeurs, finalement, pour qu'ils suivent bien la linéarité. Vous le rencontrez en 2014, c'est ça ? Alors je le rencontre en 2014, oui. Exactement, en 2014-2015, et une amitié assez iconoclaste, nous, puisque nous avons un peu plus de 40 ans de différence d'âge, donc des parcours évidemment très, très différents, et je me sentais particulièrement fier et honoré de le côtoyer. Je suis retourné chez lui à plusieurs reprises en Arizona. Vous invite, et en attendant, chez lui, donc c'était vraiment une amitié, également des lettres, une amitié nourrie. Et avec 2 visions qui étaient différentes du monde, moi étant plutôt conservateur et lui très, très libéral, mais qui ont pu être conciliées
jusqu'en 2020, mais effectivement, déjà en 2016, il y a eu quelques premières craquelures avec l'élection de Donald Trump qui a beaucoup hystérisé en réalité les démocrates américains qui ont, sur tout sujet, ramené en fait leur haine anti-Trump dans la conversation. Donc ça avait déjà compliqué les choses, mais c'est véritablement la crise sanitaire qui a brisé complètement ce lien que j'avais avec lui. Donc ça, vous le racontez très bien. Comment, à ce moment-là, ce que vous vivez dans votre chair, lui, il le traite d'un revers de manche, et c'est aussi la raison première de votre rupture. Oui, bien sûr, parce que, et ça a été, je pense, observé par des milliers d'entre nous, à un moment, pour sauvegarder des amitiés, pour sauvegarder des liens familiaux, il a fallu se taire. Il a fallu taire sa propre vision des choses, taire ses arguments, taire les alertes que nous avions. Et je crois que ça trahit la dynamique profonde en réalité du lien humain, qu'il soit amical ou familial. On ne devrait pas avoir à taire ce que l'on pense, surtout quand en plus on le pense au nom d'intérêts du bien commun, de la santé, de la morale, de la fraternité. Dans le cadre de relations interpersonnelles. Et pourtant, c'est devenu le cas, ce qui témoigne bien de la dimension totalitaire, en fait, de l'idéologie progressiste, et c'est ce que j'essaie aussi d'aborder dans le livre. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est vrai. Quand on voit cette rupture d'amitié assez pure, en fait, il y a une pensée qui me vient, qui est que finalement, est-ce que c'est pas aussi l'un des autres drames causés par ce système totalitaire idéologique, c'est de faire prendre aux idées une place tellement importante dans la part de jugement qu'on a dans l'individu, que finalement on en vient à rompre l'humanité, rompre les liens humains. Parce que dans l'histoire de France, on a tous connu l'amitié que par exemple portait Charles Maurras à Aristide Briand, qui avait deux idéaux complètement différents, mais que réunissait un certain commun, un certain goût, et qui finalement faisait que le lien humain et les relations humaines pouvaient encore s'établir. Et là, on a l'impression qu'on est arrivé au bout de la chaîne, et que aujourd'hui, la division est totale, et qu'on ne peut plus en fait se permettre d'entretenir des relations humaines avec des gens qui pensent différemment de nous, quoi. Jacques, il y a deux éléments pour répondre à votre question. Le premier, c'est que ça signe la dimension totalitaire du phénomène, c'est-à-dire que l'ensemble, la totalité des aspects de nos vies sont maintenant vampirisés par l'idéologie, et il n'y a plus rien qui puisse s'en extraire. On le voit sur les questions de sexualité, sur la question scolaire. On l'a abordé juste avant. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est aussi une confrontation culturelle entre la France, ou plutôt l'Europe, la vieille Europe, et l'Amérique, puisque la France, je le dis dans le livre, c'est le pays traditionnellement des engueulades de bistrot, où on exprime des désaccords, mais en buvant une bière ensemble ou un verre de vin rouge, ce qui n'est pas la tradition qu'ont suivi les Américains, et a fortiori au XXe siècle. Karl Popper, qui a écrit cet ouvrage fameux les sociétés ouvertes et leur ennemi, qui parle du paradoxe de l'intolérance, à savoir qu'il faut être intolérant avec les intolérants, et c'est ce qui a donné naissance aussi à la cancel culture, qui a fleuri sur les campus américains. Oui. Et vous dites d'ailleurs que votre professeur, là, il le citait souvent, Karl Popper. Et il citait souvent Karl Popper. Et cette dynamique de faire taire les voix dissidentes, ou tout simplement plus nuancées, ou qui cherchent à apporter la contradiction, en fait, a été complètement importée en Europe. Et on parle beaucoup de la confrontation culturelle entre l'Occident et le monde musulman. Il y a aussi une confrontation culturelle entre la vieille Europe et l'Amérique, par exemple sur l'enjeu de la liberté d'expression, alors même que la liberté d'expression a été au fondement de la nation américaine. Ça a été l'un des principes créateurs de la nation américaine, et me semble-t-il, c'est aussi pour ça que l'Amérique est en train de se suicider elle-même, parce qu'elle renonce à ses principes les plus essentiels. Mais pour qu'il y ait confrontation culturelle, il faut encore qu'il y ait résistance du côté européen, ce qui n'est pas forcément le cas. Et comme vous le dites, on est complètement envahi par cette manière de penser, disons cette plutôt manière de mettre de côté les personnes qui ne pensent pas comme l'autre, comme le veut en tout cas le narratif officiel. On l'a vu sur tous les sujets. Donc on l'a vu autant sur, en effet, la question Trump-Biden, les élections Trump. On l'a vu sur le Covid, évidemment, avec une seule science. La science n'a plus le droit d'être débattue. On l'a vu sur tous les sujets. Aujourd'hui, le débat n'a plus lieu. En France, autant, voire plus presque qu'aux États-Unis, finalement. Oui.
il y a deux réalités parallèles et irréconciliables qui se sont créées, avec des gens qui, en sincérité, ne vivent tout simplement plus dans le même univers psychologique et mental. Alors que ça permet quand même de préciser que la vérité reste une et indivisible, c'est-à-dire que contrairement à ce que d'ailleurs les progressistes croient, tout n'est pas qu'une question de point de vue. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a des groupes en archipel qui évoluent dans des boucles cognitives dont ils ne parviennent pas à sortir, et ça rend le dialogue impossible, et donc ça menace en fait la démocratie. C'est bien la difficulté, c'est-à-dire que je pense que la plupart de nos adversaires sont de bonne foi. Le problème, c'est que, étant en situation d'hégémonie culturelle, ils ont pu faire ce qu'ils rêvaient de faire, à savoir nous exclure du débat public, et c'est la raison pour laquelle, heureusement, il reste des médias alternatifs en plein essor d'ailleurs, qui permettent de nourrir aussi la contestation, mais qui a complètement disparu du débat public. Regardez ce week-end, la NUPES organisait une grande manifestation là, contre la vie chère, avec un succès relatif, mais il y a eu un petit peu de monde. On en a parlé H24 sur les médias en continu, BFM, CNews, etc. Lorsque les manifestants contre le pass sanitaire, qui étaient parfois plusieurs dizaines de milliers chaque week-end, se sont réunis pour alerter justement sur la dérive démocratique et la dérive de l'état de droit, il n'y a pas eu un mot dans les médias. Non, mais non seulement il n'y a pas eu un mot, mais on a expliqué que c'était de la propagande russe. Exactement. Et que ces informations étaient fausses. Pas, d'ailleurs. Donc ça va même plus loin que ça. Ça va même plus loin. Valentin. Alors, on a parlé, donc vous venez justement de parler de cette usurpation du réel, qui est un des premiers fondements de cette pensée. Il y en a une autre que vous développez dans votre livre, qui est l'usurpation de la morale, puisque c'est aussi là-dessus que se fonde, plus que sur le réel, cette bien-pensance, cette pensance du bien, c'est sur la morale, puisque comme ils n'ont pas d'argument à trouver dans le réel, ils trouvent dans cet idéal moral qui est complètement dévoyé leur argument et leur fondement. Bien sûr, et qui leur permet de commettre tous les méfaits, en réalité, puisqu'ils se prépositionnent du côté de la morale, alors qu'ils ont retourné la morale contre elle-même. Regardez le débat actuellement qui sévit aux États-Unis sur l'avortement. Dans un certain nombre d'États américains, et je le mentionne dans le livre, les barrières sont tombées une à une, et par un glissement successif, on a légalisé l'infanticide, puisqu'il n'y a plus de limite à l'avortement, au nom justement de la morale, ce qui est quand même une inversion extrêmement on précise, dans certains curieuse. États américains, il n'y a plus de délai, plus aucun délai pour pratiquer l'avortement. Il n'y a plus aucun délai. Mais je pense que, et c'est ce que j'essaye aussi de dire dans l'ouvrage, il y a une logique économique en fait qui précède cette logique idéologique que j'appelle le capitalisme prométhéen, et qui est une forme de stratégie de favoriser des ruptures anthropologiques au nom d'intérêts économiques, et en les faisant accepter par le prisme des droits individuels. Exemple typique actuel en France, le débat sur l'euthanasie. La revendication sur ce que certains appellent le droit à mourir dans la dignité est une revendication assez ancienne, finalement, et ce n'est pas un hasard si elle ressurgit en pleine crise de l'hôpital public. On sait que les 6 derniers mois de la vie sont ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Et donc, on va favoriser une rupture anthropologique, lever l'interdit de tuer, au nom de motifs économiques, faire réaliser des économies par la sécurité sociale, et en le faisant accepter à l'opinion à travers l'idéologie des droits, le droit à mourir dans la dignité, alors qu'il existe d'autres solutions, les soins palliatifs par exemple, auxquels 200 000 Français n'ont toujours pas accès, et qui permettent justement aux personnes en souffrance de voir leur souffrance apaisée. Et donc ça, je crois que c'est une mécanique qui est assez fondamentale en fait dans le capitalisme que je nomme prométhéen, et qui précède l'idéologie progressiste. Alors, je voudrais qu'on vienne justement sur cette expression de capitalisme prométhéen. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre, hein, La chute de Prométhée. Alors, Prométhée, rappelons à tous nos auditeurs, c'est le titan qui vole le feu sacré aux dieux, parce qu'en fait, comme s'il pouvait être dépassé ou toucher le pouvoir des dieux lui-même. Alors, il y a évidemment la symbolique de l'hubris. Hein, est-ce que vous parlez de chute de Prométhée? Est-ce que vous considérez, en accordant cette lettre à votre professeur de sciences politiques, est-ce que vous considérez que la chute est proche pour ces prométhéens, pour ce capitalisme prométhéen? Oui, je crois que ce monde est en train de tomber parce qu'il a été au bout
de sa logique et que c'est conscient de sa mort prochaine qu'il panique et qu'il accélère d'une certaine façon. Et ce qu'on note... Les derniers soubresauts. Exactement. Et donc les plus violents. Parce que quand on n'a plus, pour reprendre ce que dit mon ami Michel Maffezoli, quand on n'a plus d'arguments à opposer, on tue. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Des jeunes femmes qui vont saccager la toile de Vincent van Gogh au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. On voit bien que là, on est arrivé au bout de la logique et donc de la chute de Prométhée le capitalisme prométhéen s'étant incarné à merveille dans une nation, les États-Unis d'Amérique, dont on voit bien aussi la préoccupation sur le caractère mortel qui se traduit en ce moment dans la guerre qui est menée qui est menée sur le territoire ukrainien entre la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Donc je crois que ce monde est en perdition et que pour reprendre une phrase célèbre qui peut-être tient à Antonio Gramsci, vous savez, le vieux monde se meurt, le nouveau monde n'est pas encore apparu et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Eh bien, c'est la situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. Pour revenir sur ce capitalisme prométhéen, ce qui est très intéressant, c'est que vous lui accordez ce que vous accordez en plus au système capitaliste, c'est cette dimension morale et presque messianique, parce que vous avez parlé de logique économique. Le capitalisme actuel s'autorise même au nom de la morale, cette volonté de transformer l'homme et d'en faire quelqu'un de meilleur, à détruire les circuits économiques les plus classiques, c'est-à-dire ceux des petites PME. Et en fait, ce capitalisme-là, c'est même plus pour l'économie, c'est parce que les petites entreprises, les petits commerces meurent, mais c'est pour les grands groupes, pour leur permettre d'assouvir ce grand projet messianique finalement. Oui, ce qui est très drôle, c'est que il y a des intérêts économiques qui ont motivé profondément les avancées idéologiques du progressisme. J'en parle dans la longueur dans le livre, mais que l'idéologie est en train de dévorer le capitalisme. Et donc, mais vous pensez que c'est ça qui peut provoquer la chute du capitalisme ? Je pense que ça peut y contribuer. Ça peut s'autodétruire finalement. Oui, dans une espèce de pulsion morbide qui est d'ailleurs au fondement de l'idéologie progressiste. Regardez l'exemple de Twitter, par exemple. Quand, justement, au moment de l'élection présidentielle de 2020, aux États-Unis, Twitter décide de bannir Donald Trump de sa plateforme. Donc, président en activité. Le président en activité. Ce que l'on sait peu, c'est que Donald Trump le compte de Donald Trump générait la moitié du trafic quotidien sur Twitter. C'est-à-dire que pour Twitter, c'est un suicide économique de bannir Donald Trump. Et pourtant, au nom de l'idéologie, il y est contraint, et on voit la façon dont les grandes entreprises, sont par exemple en train de se prendre les pieds dans la question du wokisme. Moi, j'ai des remontées assez régulières qui me reviennent, où les enfants sont en train de dévorer leur maître. Mais alors, donnez-nous un exemple. Vous allez peut-être nous le donner plutôt après les informations de 9h, parce que pour moi, jusqu'à maintenant, le wokisme, c'était justement des marchés supplémentaires. Donc, on voyait où était l'intérêt du capitalisme. Alors, les deux sont mêlés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des marchés supplémentaires, puisqu'il y a une hyper-segmentation du marché. Je prends dans le livre l'exemple des pansements qui était très cher à Rokhaya Diallo. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait, dans le choix d'un pansement, dès lors qu'on fait de la conformité entre la couleur du pansement et sa couleur de peau un critère, et bien évidemment, ça développe le marché du pansement. Parce qu'avant, on faisait des pansements roses, et puis maintenant, on va faire des pansements de différentes couleurs adaptées à la carnation. C'est pareil, évidemment, sur tout ce qui concerne aujourd'hui la transidentité, etc. Et en même temps, on voit bien que les idéologues, dans une espèce de folie collective, qui sont aussi produits par ces intérêts économiques, eux, à leur niveau, peuvent très bien demander la destruction du capitalisme. Et c'est le cas, là, des deux jeunes filles qui ont saccagé la toile de Van Gogh. Donc, il y a cette... on tentait, heureusement. Il y a cette dimension un peu paradoxale, effectivement, dans le capitalisme prométhéen. Et c'est comme l'intersectionnalité, en fait. C'est-à-dire que la mort de cette idéologie est dans le principe fondateur même de l'idéologie. Ils vont s'entre-dévorer. Il est 9h sur la ligne droite et on continue de parler de ce sujet passionnant avec Rémi Tel. Mais tout de suite, les informations avec Corentin Périni. Et tout de suite, nous retrouvons, je vais y arriver, notre invité vidéo. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées.
vue de haut. Je sais, les auditeurs vont me le rappeler, je parle trop vite. Voilà ce qui arrive quand on parle trop vite. Nous sommes avec notre invité Rémi Tel, essayiste, écrivain, activiste, fondateur du collectif Peuple Libre et auteur de ce dernier livre, donc La chute de Prométhée, lettre à un démocrate américain aux éditions Perspective Libre. Nous sommes également toujours avec Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Alors ce livre, je vous le rappelle, c'est une lettre adressée à un professeur de sciences politiques, un professeur qui était un ami de Rémi Tel, professeur à l'université d'Arizona, avec qui ils ont pu avoir des échanges et puis finalement tout s'est arrêté puisque le dialogue n'était plus possible. Je voudrais qu'on revienne sur votre dernière discussion, Rémi Tel, je vais vous citer. Lors de notre dernière discussion vidéo, tu concédas non sans condescendance d'entendre mes arguments à ce sujet sans vraiment les écouter. Alors il s'agissait déjà du débat sur le Covid. Sans vraiment les écouter, précisant comme si tu m'eus accordé une rare faveur que N, donc il s'agit de sa femme, n'accepterait quant à elle jamais de voir la science mise en doute. Après avoir accroché, tu ne pus t'empêcher de me faire parvenir un article du New York Times dénonçant les propagateurs de fake news. Je ne fais que citer, chers amis, puis en plus il s'agit d'un échange avec un Américain, donc c'est assez justifié, sur le Covid-19 et la stratégie vaccinale. À ce moment précis, je décidais de mettre unilatéralement et par le silence un terme à cette communication toxique. Et après, vous expliquez qu'il ne s'agit pas, non d'un mouvement d'humeur, ni d'un caprice, mais d'une relation qui n'a pour rien d'une relation entre amis, mais tout simplement, en effet, comme vous l'avez parlé, d'une forme de totalitarisme de la pensée qui vous impose la sienne. Et je voudrais qu'on revienne sur cette histoire, parce que c'est l'actualité aussi, des fact-checkers, comme on dit donc en anglais, des vérificateurs d'informations qui ont servi, on va dire, le camp de ces progressistes, de ces démocrates, notamment lors de ces questions sur la gestion de la politique sanitaire. Et il se trouve que là, récemment, on fera une très grande table ronde demain à ce sujet, le directeur France de Pfizer, je crois que c'est le directeur France, a admis en commission parlementaire à l'Union européenne que la transmission du Covid n'avait jamais été testé pour ce vaccin Pfizer. Et là, que ne voit-on pas partout fleurir dans les médias ces fact-checkers qui nous expliquent que cela n'avait jamais été dit, que finalement il n'y a jamais eu de mensonge sur la question de la transmission du Covid, malgré pourtant toutes les vidéos que nous avons à l'appui d'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, mais également de tous nos ministres, en fait, à ce sujet. Donc, on voit ici les fact-checkers, donc les vérificateurs d'informations, de ces cellules de vérification d'informations dans les médias, eux-mêmes prises à leur propre piège aujourd'hui. Oui, et ces gens-là portent une responsabilité colossale dans la division du peuple français et dans les effets secondaires aussi, dont ont souffert beaucoup de ceux qui ont été injectés par la force. Moi, il y a un élément dont je parle un petit peu dans le livre, mais qui a été aussi déterminant dans l'arrêt de cette relation, c'est que mon grand-père est décédé suite à la deuxième dose du vaccin Pfizer. Donc ces gens-là portent une responsabilité, il faudra qu'elle soit assumée sur le plan pénal. Il n'y a pas de place là pour des demi-mea culpa ou pour la faute à pas de chance ou à l'ignorance. Tout le monde savait très bien, et le pass vaccinal a été instauré en se fondant sur le principe de la transmission, puisqu'il était justifié en disant vous ne faites pas un acte personnel pour vous protéger vous-même, mais c'est un acte altruiste pour protéger les autres. Et ne parlons pas des enfants, à qui on savait très bien que qui ne craignaient pas cette maladie, c'était seulement pour protéger les autres. Donc on était vraiment dans et donc il y aura évidemment des comptes à rendre sur tout ça. Vous savez, hier, par le plus grand des hasards, je relisais l'enracinement de Simone Veil, et elle a des propos très intéressants sur la question de la vérité. Par le plus grand des hasards, est-ce que vous ne lisez pas tous les dimanches par hasard? Et très, très intéressant sur la question de la vérité et sur la question du mensonge sciemment répandu par la presse. Et des propos qui sont très, 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 très durs. Donc vous voyez, c'est pas simplement une histoire des complotistes qui veulent se venger contre Julien Pain, mais il y a un moment, il faut, quand on répand sciemment de la désinformation sur des sujets aussi graves, il faut évidemment en assumer les responsabilités pénales. Je suis content de voir qu'au niveau européen aussi, certains juges commencent à s'intéresser au contrat signé entre la Commission européenne et Pfizer sur la commande de ces
injections. Un procès va être ouvert. Non, mais c'est vrai que cette façon de vous envoyer, c'est donc votre dernier échange, c'est quand même très violent. Hein. Cette façon de vous envoyer un article sur les fake news, encore une fois, sur les fausses informations, c'est une façon de dire, bah non, finalement, on ne mérite pas le dialogue puisque vous êtes dans le camp du faux. C'est la fin du dialogue possible, la fin de la discussion, la fin de la disputation dont vous parliez tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et puis, en se fondant sur des arguments qui ont été démentis par la suite, il était si simple, en réalité, de comprendre que quelque chose n'allait pas dans cette stratégie du Covid. Ensuite, évidemment, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place. C'est-à-dire que quand on a accompagné ce mouvement-là, quand on a fait injecter, par exemple, des proches à soi qui ont subi des effets secondaires, il est intolérable pour l'esprit de reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on a peut-être mis en danger ces personnes-là. Donc ça, je peux l'entendre. Mais ce qui est certain, c'est que le fil conducteur de nos ennemis, c'est de s'être trompé sur à peu près tous les sujets depuis des années. Et d'être toujours à nous regarder avec la même arrogance, la même morgue, la même condescendance, en nous parlant avec le même ton péremptoire. Certains peut-être auront le cœur à pardonner, moi pas. Et je pense que le pardon se fera s'il y a une reconnaissance de la responsabilité, et pour le moment, cette reconnaissance n'est pas venue. Avec en plus des arguments fondés sur un dévoiement complet de la science, puisque la science est fondée sur la controverse, et que là, justement, on considère que parce que c'est scientifique, justement, ça n'a pas sujet de débat. Mais je voudrais revenir avec vous sur un autre épisode que vous relatez dans ce livre, qui est parce que ce professeur donc épouse pratiquement toutes les bonnes consciences modernes, le wokisme, le Covid, l'avortement. Mais il y a un sujet sur lequel il s'est retrouvé en contradiction avec son système. C'est sur la question de la Russie, puisque c'est un amoureux de la Russie, et à ce moment-là, vous expliquez bien que c'est compliqué pour lui à ce moment-là, parce qu'il n'était pas habitué à être mis en minorité, et surtout à avoir ses arguments repris contre lui sur la morale et tout ça. Effectivement, il se trouve que c'est un spécialiste de la culture russe et de la politique russe, qui a lui-même séjourné, comme moi je l'ai fait aux États-Unis, mais à l'occasion d'un échange universitaire, je crois que c'était à Moscou. Et donc lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie survient, il est visiblement, à ce que je comprends, de ce qu'il m'en rapporte, mis à l'index par la communauté universitaire pour ses positions qui étaient assez réalistes, en fait, ni pro-Poutine, ni anti-Poutine, mais plutôt fidèles aux faits sur la Russie. Et j'ai senti qu'effectivement, il avait peut-être compris ce que moi j'avais traversé durant les 2 années de la crise sanitaire, c'est-à-dire ce décalage complet entre la vérité officielle et la réalité des faits, et puis la mise en accusation, en fait, de tous ceux qui s'en tiennent au réel. La mise au banc. C'est bien le cœur, en fait, du problème que nous traversons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se tiennent au réel, dans sa dimension insatisfaisante, grise, voilà, et les autres qui sont dans une espèce de déréalisation totale et qui, pensant incarner le camp du bien, en fait, commettent les pires horreurs. Mais est-ce que ça n'a pas permis, alors, cette séquence-là, à votre professeur, à votre ami, votre ancien ami professeur de sciences politiques, d'ouvrir les yeux sur le reste, en voyant le fonctionnement du système, on va dire? J'espère que ça a été le cas. Je ne le sais pas parce que j'avais déjà un peu cessé de répondre, mais j'imagine. Vous n'avez pas reçu de courrier allant dans ce sens-là, en tout cas. Plus à ce niveau-là, mais j'imagine que ça a dû être l'occasion de révéler à ses yeux des mécanismes qui lui étaient jusqu'alors, en fait. Voilà, qui étaient jusqu'alors inconnus, puisqu'il en était lui-même l'acteur, en fait. Et pour conclure, Rémi Tel, donc cette lettre qui est adressée à votre professeur et ancien ami de sciences politiques, c'est une lettre, mais aujourd'hui sous forme de livre. Est-ce que vous allez lui envoyer? Est-ce que vous lui avez déjà envoyé cette lettre? Je n'ai pas reçu de réponse pour le moment. Je ne sais pas comment il réagira à ce texte. Vous comptez lui envoyer sous forme de livre ou sous forme de lettre? Je n'ai pas réussi à trancher pour le moment ce débat sous forme de lettre, ça c'est sûr.
sous forme de livre, je l'ignore. C'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, je le dis dans l'avant-propos. C'est toujours compliqué déjà d'envoyer une telle lettre à un ami et alors de la rendre publique encore plus. Moi, je voulais partir en fait de cette situation comme d'un prétexte pour réfléchir aux enjeux actuels, et tout en ayant à l'esprit que cet exemple-là d'une rupture amicale était un exemple parmi des milliers d'autres de ce qui s'était produit, notamment durant les 2 dernières années. J'aborde, ce sera peut-être ma conclusion, mais un point dans le livre, c'est que derrière leur assurance de façade, il y a une très grande fragilité, en réalité, chez nos adversaires. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils utilisent de la menace. Ils utilisent la menace pour nous faire taire, la condescendance. Et donc je ne sais même pas comment il pourrait réagir s'il apprenait que ce livre avait été publié. Il l'apprendra sans doute parce que les nouvelles vont vite, y compris outre-Atlantique. Eh bien, vous nous tiendrez au courant. Et puis s'il y a une réponse, pourquoi pas la publier également. Merci beaucoup en tout cas, Rémi Tel. C'est votre livre La chute de Prométhée, lettre à un démocrate américain, aux éditions Perspectives Libres. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Valentin Schirmer. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.